second invité avec Anneline Pinson. Bonjour. Bonjour. Ou bonsoir. Vous êtes chercheuse qualifiée FNRS en neuroendocrinologie à l'Université de Liège. On va parler bien entendu des perturbateurs endocriniens. Mais tout d'abord, voilà la question que je pose en général. Comment vous êtes venu à cela? Est-ce que le goût de la science était inné ou bien vous y êtes venu plus tard? Alors, j'ai toujours bien aimé la science. Depuis toute petite, mes cours préférés étaient les cours scientifiques. Oui. Et c'est au moment de choisir mes études universitaires où j'hésitais entre tous les domaines dans lesquels j'hésitais, c'était des choses scientifiques. Ah. Et j'ai choisi les sciences biomédicales parce que l'idée de travailler dans un laboratoire m'intéressait beaucoup. Et j'ai toujours été quelqu'un de curieux. Donc la recherche, pour ça, est très... La recherche est dans ce domaine. Alors bon... Les perturbateurs endocriniens, c'est vrai que c'est un terme qu'on entend beaucoup, sur lesquels vous travaillez. Est-ce que vous pourriez en quelques mots expliquer ce qu'ils sont et surtout pourquoi ils sont dangereux, même dans la vie intra-utérine, même via le lait maternel? Oui, donc les perturbateurs endocriniens, ce sont des composés chimiques qui sont présents partout dans l'environnement. Ils sont dans les composés plastiques, dans les pesticides, ils sont vraiment partout. On y est tous exposés tous les jours et ces composés chimiques vont avoir des effets néfastes sur notre santé. Par exemple, ils diminuent la fertilité, ils ont aussi des effets sur le cerveau. Et un enfant, durant la période intra-utérine et durant la petite enfance, son organisme se met en place, tous ses organes se développent et c'est le moment, c'est une fenêtre critique pendant laquelle les perturbateurs endocriniens vont avoir des effets à très long terme parce qu'ils vont perturber le développement de l'enfant. Et vous l'avez dit, toutes sont exposées. Oui. Il n'y a pas une exception. Non. On est exposé à des niveaux différents en fonction de nos modes de vie, en fonction de où on habite, mais on est tous exposés à de nombreux perturbateurs. Et c'est pour l'intra-utérin, si j'ose dire, c'est le cerveau qui est touché en premier lieu? Alors, ce n'est pas le cerveau qui est touché en premier lieu. Il y a d'autres, par exemple, les effets sur la fertilité peuvent aussi provenir d'une exposition intra-utérine. Mais le cerveau est extrêmement sensible aux effets des perturbateurs. Oui, et puis c'est surtout finalement les conséquences, vous l'avez dit, à long terme. Bon, vous l'avez dit, la reproduction, la puberté, la mémoire, et peut-être encore d'autres choses qu'on ne connaît pas aujourd'hui. Oui, et de choses que l'on ne connaît pas aujourd'hui, mais également des liens avec les cancers, avec des problèmes de thyroïde. Donc il y a vraiment de nombreux effets des perturbateurs endocriniens. Alors, votre recherche, la spécificité de votre recherche, c'est de déterminer ces substances avec effets néfastes? C'est de les traquer, c'est de les analyser, de les répertorier? En tout cas, nous, on étudie les effets au laboratoire de mélange de perturbateurs endocriniens pour vraiment mimiquer, pour représenter l'exposition humaine, parce qu'on n'est pas exposé à un seul composé, mais à de nombreux perturbateurs endocriniens. Et donc, c'est d'étudier l'effet de mélange de perturbateurs endocriniens pour voir quel est, au final, l'effet de l'ensemble de cette exposition sur notre organisme. Et ces perturbateurs, ce sont des éléments chimiques? Oui. Purement chimiques? Purement chimique, à quelques exceptions. Il y a des phytoœstrogènes, par exemple, qui peuvent agir comme perturbateurs endocriniens, que l'on retrouve, par exemple, dans le soja. Mais la grande majorité des perturbateurs endocriniens sont des produits chimiques qui ont été créés. Donc vous faites un répertoire, si j'ose dire, d'une alchimie, entre guillemets, chimique. C'est ça. Nous, on répertorie, en tout cas, les effets que ce cocktail de perturbateurs endocriniens a. Oui. Et comment vous arrivez à faire ça? À répertorier? Comment est-ce que vous arrivez concrètement? Par des expériences au laboratoire. On a différents types d'expériences, soit des expériences en utilisant des modèles qu'on appelle in vitro, donc des cellules en culture, ou en utilisant des modèles animaux qui sont encore nécessaires que pour étudier les effets des perturbateurs endocriniens, notamment quand on parle d'effets intra-utéraux et d'effets sur le comportement, par exemple, qu'on ne sait pas étudier. Alors on parle beaucoup du bisphénol A. Oui. Qu'est-ce qu'il en est de ce mot qui fait peur?
Alors le bisphénol A, les réglementations européennes ont beaucoup évolué pour ce composé, ce perturbateur endocrinien-là spécifiquement. Et donc on y est moins exposé, on y est toujours exposé, mais beaucoup moins qu'il y a quelques années. Mais par contre, le bisphénol A, dans de nombreux produits, a été remplacé par du bisphénol S ou du bisphénol F. Donc on est loin d'être hors de danger. C'est ça. Mais donc, vous êtes finalement chercheuse, bien entendu, vous faites la recherche fondamentale, mais vous êtes un peu, malgré vous aussi, une sorte de lanceuse d'alerte. Parce que ce que vous espérez, j'imagine, c'est un peu secouer les autorités européennes. En effet, qui ont tout ça en main. En effet, l'objectif final, c'est d'arriver à un environnement qui nous protégerait, nous, et protégerait également le règne animal. Et pour ça, on a besoin de régulations européennes qui sont plus adaptées en matière de perturbateurs endocriniens. Mais pour ça, on a besoin justement d'une recherche qui montre les effets néfastes de ces composés. Surtout que dans votre recherche, vous voyez aussi, et ça c'est peut-être aussi grave, des effets un peu transgénérationnels. Oui, en effet. Les effets ne sont pas présents uniquement chez les petits chez les enfants qui ont été exposés in utero aux perturbateurs endocriniens, mais les effets peuvent être transmis à la descendance, notamment les effets en termes de fertilité peuvent être transmis à la descendance, ce qui est inquiétant. Oui, alors une autre recherche, mais qui est proche de celle-là, c'est les troubles, par exemple, comme l'autisme ou le déficit d'attention. Vous travaillez aussi parce qu'il y a peut-être un lien avec les perturbateurs endocriniens? Oui, on sait par exemple, suite à des études épidémiologiques qui ont été effectuées par différents laboratoires, que des enfants qui ont été exposés à de hautes concentrations de certains perturbateurs endocriniens durant la petite enfance ont plus de chances de développer des troubles neurodéveloppementaux, dont par exemple l'hyperactivité ou les troubles autistiques, plus tard dans leur vie, comparativement à des enfants qui ont été exposés à moins de perturbateurs endocriniens. Et donc nous, au laboratoire, on étudie les effets des perturbateurs endocriniens sur une partie de notre cerveau qu'on appelle le néocortex, qui est la plus grande partie de notre cerveau, l'enveloppe extérieure, et qui est importante pour les fonctions cognitives, afin d'évaluer quel est le lien vraiment entre ces composés et les troubles neurodéveloppementaux. Vous êtes prêt de le trouver ou il faudra encore un peu de temps? Alors, il faudra encore un peu de temps. Je viens seulement de commencer en tant que chercheur qualifié au mois d'octobre. Donc, le projet, en tout cas ce projet-là spécifiquement, vient de commencer. Mais en tout cas, on sait déjà sur base de la littérature et sur base d'autres études qu'il y a des effets. Ce que l'on ne sait pas, c'est comment exactement ces composés induisent des effets néfastes sur le cerveau. Quand, comme vous faites de la recherche fondamentale, finalement, sur des sujets de santé publique, est-ce qu'on a le sentiment d'avoir une responsabilité encore plus importante que les autres? Alors, je ne sais pas si on a une responsabilité plus importante que les autres, mais en tout cas, pour moi, c'était important de faire une recherche qui avait un sens. Pas que d'autres recherches n'aient pas de sens, c'est pas du tout. Mais pour moi, j'avais envie d'être impliquée pour le bien de la société et pas uniquement faire une recherche fondamentale, même si c'est très important, la recherche fondamentale. Comment vos recherches pourraient finalement changer la vie des familles touchées par ces maladies? Quel serait votre rêve en tant que chercheuse? Le rêve serait d'avoir un environnement propre, que l'on ne soit pas exposé à des perturbateurs endocriniens, ou en tout cas limiter fortement le nombre de perturbateurs endocriniens présents dans l'environnement et notre exposition, pour justement réduire tous ces effets néfastes. C'est pas un vœu un peu pieux pour le moment? Certainement, maintenant, on voit qu'il y a des progrès, notamment on parlait du bisphénol A, il y a eu du progrès dans les régulations. Alors c'est lent, c'est trop lent, mais il y a besoin de ces recherches justement pour essayer de faire changer les choses. Alors vous l'avez dit, vous êtes une toute jeune chercheuse, ça change votre vie comme pour les autres. Enfin, vous allez pouvoir vous consacrer à ce que vous aimez. Oui, c'est sûr, c'est un grand soulagement d'avoir des perspectives à long terme dans la recherche. Aussi de pouvoir postuler à des financements, parce que pour effectuer ces recherches, on a besoin de fonctionnement pour réaliser les expériences. Et donc ça, avoir un poste de chercheur qualifié permet de postuler
à des grants permet d'avoir une vision beaucoup plus large, beaucoup plus long terme de la recherche. Avec ce type de recherche qui est, entre guillemets, à la mode, ce sera facile de trouver de l'argent, parce que ça concerne tout le monde, cette santé publique, on le sait. Alors, je ne dirais pas que ça sera facile. Je pense que c'est jamais facile dans le domaine de la recherche de trouver des financements. Mais en tout cas, c'est un sujet auquel les gens peuvent être sensibilisés parce que ça nous concerne tous. C'est vraiment un sujet de santé publique important. S'il y a des jeunes qui nous regardent, qui aiment la science, qu'est-ce que vous pourriez leur dire pour les encourager, peut-être, leur donner envie de suivre votre chemin de la recherche? Je leur dirais que la recherche est un très beau métier, qu'il faut être curieux, créatif, motivé et très résilient, parce que tout ne fonctionne pas toujours, comme dans beaucoup de domaines, et que c'est un très beau domaine, une très belle profession, et donc qu'il fonce. Merci d'avoir été mon invité. Vous pouvez retrouver toutes ces interviews, toutes ces capsules sur LN24, mais aussi sur les sites de la Libre, de Vers l'avenir et de l'ADH. Et puis, la semaine prochaine, c'est Marine Luciano, chargée de recherche FNRS en sciences chimiques à Lumons, qui sera avec nous. Elle explore les courbures des cellules, ces plis secrets de la matière vivante. Et puis nous aurons aussi Jérémy Ferrer-Barthomeu, chargé de recherche FNRS Histoire à l'Université de Liège. Et là, avec lui, nous ferons un voyage au XVIe siècle, mais qui nous apprendra beaucoup sur le nôtre. À la semaine prochaine.